À vue d'esprit, Pierre-Yves Moret. L'écrivain Christian Bobin est notre invité toute cette semaine. Un écrivain dont le succès populaire et littéraire est large, mais qui préfère découvrir l'infini caché dans son jardin plutôt que d'arpenter la terre entière et ses mondanités. Bienvenue auprès d'un homme qui aiguise son attention au monde à l'aide de la poésie. Une série que vous propose Céline Auclin. La réalisation est signée Bastien Meucli. Bienvenue mesdames et messieurs dans le deuxième volet de cette série intitulée Les étincelles de Christian Bobin. Christian Bobin, l'écrivain français que vous êtes allé rencontrer chez lui. Céline Auclin, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes donc rendu en Bourgogne, dans la campagne. Vous êtes allé le rencontrer dans une maison dans la nature, vraiment. Oui, elle est quasiment enfouie dans la nature, mais ce n'est pas rare dans la région, on peut se l'imaginer. Donc c'est assez proche de la ville du Creusot. Et puis nous avons ensemble conversé dans sa maison, dans sa cuisine. Autour de son travail, nous avons conversé à partir notamment des premières pages de son ouvrage. Alors hier, nous avons un peu expliqué la personnalité de Christian Bobin, un homme inspiré par ce qu'il voit, par ce qui l'entoure, les choses simples et belles et dures aussi, dans lesquelles il voit des étincelles de vie et des occasions d'émerveillement. Il y a quelque chose de l'ordre du contemplatif un peu chez Christian Bobin. Alors nous allons précisément aborder cet aspect-là, sa manière d'écrire, sa manière de recevoir, d'accueillir la vie. Et puis on le retrouve aussi dans cette forme qu'il choisit très souvent dans ses ouvrages, à savoir le fragment. Donc on voit que ce sont des textes qu'il glane au fur et à mesure de sa vie qu'il dit banale. Mais il n'y a rien de plus précieux que les vies banales. Banales comme toutes les vies. D'ailleurs, à propos de fragments, son dernier ouvrage, Un assassin blanc comme neige, ce n'est pas un roman, mais c'est bien un ouvrage de fragments, des petites perles de ci, de là. Exactement. Alors ça peut être quelques lignes perdues au milieu d'une page blanche ou quand même 2-3 pages d'un récit suivi. Donc un auteur qui aime observer le monde et aussi qui a un rapport au monde particulier et qui a aussi une vision de ce monde qui est particulière. Moi je vous propose d'entendre les premiers mots de cet ouvrage Un assassin blanc comme neige, lu par l'auteur et présenté par l'auteur lui-même, Christian Bobin. J'ai souhaité que ce texte soit en italique pour le séparer un peu des autres et pour qu'il donne la couleur du reste de la lecture à venir, pour qu'il le teinte. Dans le verre d'eau du livre, si vous voulez, j'ai voulu que tombe cette petite goutte de vin rouge, presque noir. Donc c'est l'ouverture d'Un assassin blanc comme neige. Je lis. Le fond bleuté des yeux de vagabond commence à geler. L'argent serre les mâchoires. Le monde est une plaque de plâtre qui se décolle d'un mur. Ce qui apparaît dessous est d'une dureté de fer. Ne resteront bientôt de tendres que les nuages, les fleurs et quelques visages de loups. De ces visages que la main manucurée de l'argent n'a pas encore nettoyés, qui gardent la parure d'une sauvagerie divine. Si l'on veut aujourd'hui savoir à quoi ressemble l'âme, il faut chercher dans les images anciennes, celles des mineurs aux yeux de porcelaine blanche roulant dans la chair noire, ou celles des nouveau-nés sidérés au berceau enflammé de dentelle. Les livres sont des huttes pour les âmes, des mangeoires pour les oiseaux de l'éternel, des points de résistance. Je tends une main de papier à des êtres invisibles. J'ai la faculté de voir à travers le mur de fer. Nous allons vers de très belles choses une fois passé l'enfer. Ma mère m'a appris que j'étais né entre deux éclats de ses rires, ce qui sans doute explique le grain de cette phrase. Nous allons, par le pire, à des choses très fleuries et très douces, accordées au secret de nos âmes. Donc un texte qui est le condensé du dernier ouvrage de Christian Bobin que l'on vient d'entendre, son dernier ouvrage qui s'intitule Un assassin blanc comme neige, un texte qui pour moi a une consonance apocalyptique. Alors je lui ai demandé si le monde dans lequel l'on vit aujourd'hui est apocalyptique. Apocalypse, ça veut dire dévoilement, comme chacun sait. Et on est effectivement dans ce sens-là dans une époque apocalyptique, c'est-à-dire que se dévoile le fond
terrible des âmes et du comportement de chacun quand il est dans l'oubli de tous les autres. Il souffre de quoi ce monde et pourquoi plus qu'avant ? Je prends un petit peu de temps pour réfléchir et pour vous répondre le plus précisément avec toute l'honnêteté que j'essaye d'avoir. De quoi est-ce qu'il souffre ce monde ? Je pense qu'il souffre de mort. Je pense que les morts souffrent beaucoup moins que nous, peut-être, depuis quelques dizaines d'années. Est-ce que c'est pire qu'avant ou est-ce que ça a été de tout temps comme ça ? Moi, je crois que, d'un côté, je dirais que toute vie humaine contient tout. Elle contient les débuts du monde et la fin du monde. La fin du monde vient avec le dernier souffle de la personne. Je veux dire par là qu'on est toujours contemporain de tout ce qui se trouve, par exemple, dans la Bible. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé du tout. Et on est toujours entre le Golgotha, le lac de Tibériade, on est sous occupation romaine, on est toujours dans ces pages sablonneuses, lumineuses de la Bible. Lumineuses et parfois obscurcies, et parfois pleines de foudre et d'éclairs. Ça ne change jamais. Mais la singularité de notre temps, et ce qui le rend peut-être exceptionnel, c'est la démission qui est faite de l'humain devant les machines. C'est quelque chose dont on dirait qu'on n'a plus guère d'emprise dessus. Comment dire ça ? Il y a plus de... J'ai peur, par exemple, qu'il y ait de moins en moins de visages remarquables. Ce qui rend remarquable un visage, c'est la manière dont la lumière des épreuves tape sur ce visage et le révèle. On révèle les reliefs, le creuse, le forge. Ce qui est très dommageable aujourd'hui, c'est l'irréel. Voilà, j'y arrive. C'est la puissance infernale de l'irréel. Et ça, c'est très nouveau. Et ça, c'est sans doute assez grave, parce que il y a une chose qui ne meurt jamais, que la mort ne peut pas toucher, c'est le réel. C'est-à-dire, c'est ce qui a été aimé dans cette vie, c'est ce qui a été vraiment vécu, c'est ce qui a été donné vraiment, c'est ce qui nous a été arraché, c'est ce qui nous a blessés ou réjouis profondément, charnellement, spirituellement. Ces choses-là ne peuvent pas se mettre dans un coin de terre. On ne peut pas mettre une plaque dessus. Elles continuent à vivre, elles continuent à nous nourrir aussi. Par contre, tout ce qui aurait été vécu d'irréel, la mort l'engloutit et ne le rend pas. Et le terrible, c'est que l'irréel est en train de contaminer nos vies comme une sorte de peste, Ce qui est nouveau, je dirais, c'est très difficile d'en parler parce qu'on a l'air toujours un peu grognon quand on en parle. Et c'est toujours un peu bête de parler contre une technique parce qu'elle est là. Quand elle a été inventée, on ne peut plus faire comme si elle n'avait pas été inventée, puis elle se développe, puis elle fructifie. On ne peut pas imaginer, par exemple, un monde qui serait désormais sans automobile. On ne peut pas imaginer ça. De même, sans doute, on ne peut plus imaginer un monde sans Internet. Mais tenez un exemple. On n'est pas très loin de la période, elle s'est passée il n'y a pas si longtemps, du 1er mai, et de la coutume d'offrir quelques brins de muguet à des proches. Cette année, j'ai appris que des brins de muguet avaient été offerts par milliers, beaucoup plus que l'année précédente, sur Internet. C'est-à-dire, j'entends bien, ce ne sont pas des fleurs, ce ne sont pas des vraies fleurs, c'est juste un signe que vous recevez comme ça, qui arrive sur votre écran. Et évidemment, c'est rien, ça, c'est une grande misère, ces choses-là. C'est une grande misère qui est en train de nous prendre par la main avec une voix très gentille et qui est en train de nous mener dans une forêt très sombre. Si je puis dire, c'est la grande sorcière de l'irréel qui a décidé de nous mener où elle veut. Pour moi, un écrivain doit être en état de lutte incessante avec ça. Écrire, c'est ramener sur la page et ramener dans l'esprit du lecteur la toute-puissance et l'incomparable du réel, du concret. Parler de
de ce nuage-là précisément, et non pas de l'idée d'un nuage, et non pas d'une abstraction ou d'un emblème ou d'un symbole. Non, non, parlez de ce nuage que vous avez tout d'un coup vu et qui vous a fait penser, c'est une chose qui m'est arrivée, par exemple à quelqu'un qui était disparu. Parlez de ce nuage pour avoir chance de faire revenir ce vivant-là qui n'est plus. La vie n'est que de singularité. Elle ne peut pas être dans la machine qui, par définition, est dans la répétition, est dans l'identique. Pour le dire autrement, la racine de l'électronique, c'est 0 et 1. Tout fonctionne en 0 et 1. Et la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Évidemment, le grand argument, c'est de dire, mais c'est très pratique. Ces nouvelles techniques, c'est très pratique. Mais moi, j'ai juste à dire une chose, c'est qu'est-ce qui nous a dit que la vie devait être pratique ? Qu'est-ce que c'est que ce dogme du pratique ? Est-ce que être amoureux, c'est pratique ? Sûrement pas. Parce que ça complique la vie souvent. Ça la bouleverse, ça la complique. Est-ce que avoir du chagrin, c'est pratique ? Sûrement pas non plus. Est-ce que rêver, c'est pratique ? Sûrement pas. Le meilleur de la vie n'a rien à voir avec l'idéologie du pratique et du tout de suite. C'est ce qui m'attire le plus dans l'écriture, c'est que d'une part, ça signe le concret, ça signe le singulier, ça peint à la feuille d'or des choses qui sont très fragiles, mortelles, et ça les sauve de disparaître, tout en les glorifiant dans ce qu'elles ont de singulier. Et d'autre part, c'est une activité qui demande beaucoup de lenteur, beaucoup de patience. C'est le contraire du tout de suite. Et il me semble que, je m'excuse d'avoir fait un si long détour pour répondre à votre question, mais que l'état apocalyptique de ce monde vient de cette sorte d'impatience qui est le fait même des machines et qui tout d'un coup est en train de saisir les humains. Tout de suite, et moi d'abord, et voilà, le résultat on l'a sous les yeux. Mais, je suis très confiant. Malgré tout, malgré cet état affolant des choses que je viens de faire, et qui est peut-être partagé par d'autres, je reste très confiant. Pourquoi ? Parce que ça va de soi ? Ou parce qu'il faut aller au bout ? Et qu'on est en train d'aller au bout de ça, de cette forme de, j'allais dire désenchantement, mais... Je pense que il y a quelque chose dont je ne saurais pas m'expliquer dans cette confiance. C'est-à-dire, c'est comme si c'est un fou qui va vous parler. Hein. C'est comme si j'avais des nouvelles venues de l'au-delà, si vous voulez, disant que ça ne sert à rien de s'inquiéter, ça ne sert à rien. Mais d'autre part, effectivement, je pense que il faut peut-être même que ça aille encore plus loin, parce qu'il faut simplement que ça nous devienne insupportable, ce monde. Et ça commence à se dire, mais ce n'est pas vraiment éprouvé qu'il est insupportable, parce qu'on y trouve des avantages, on y trouve des profits, et il faut que ça aille à son extrême, et là, quelque chose reviendra. Mais peut-être que moi, je le verrai pas, ça. Peut-être que vous non plus, vous le verrez pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je crois que le fond de l'humain est d'une souplesse et d'une résistance incroyable. Là, il est très abîmé, avec le règne de... Vous vous rendez compte ? On ne nous parle plus que d'économie maintenant. Chaque fois qu'on parle d'une chose, on parle du coût que cette chose va avoir. On ne nous parle plus que d'argent, au fond. Plus que de ça. Sous prétexte d'être raisonnable, je sais pas quoi, mais on ne nous parle plus que de ça. Et... Du coût ou du non-coût. Le règne de la gratuité, il existe aussi. On parle d'argent, de ce qu'on peut gagner, de ce qu'on peut économiser pour le mettre ailleurs ou pour gagner autre chose avec. Oui. Je regardais l'autre jour des fourmis sur la terrasse, pas loin d'ici. Elles travaillaient, elles allaient aux affaires. Elles se battaient, pour certaines. Elles étaient vaillantes, j'en ai vu qui essayaient de ramener à la maison une petite miette de pain. C'est aussi ce monde, il est un peu comme ça, il est très agité, très affairé. Je sais pas quoi dire là, parce que
J'ai levé la tête et je n'ai plus vu les fourmis, mais j'ai vu par contre quelque chose qui est ma confiance même. J'ai vu un bleu du ciel sans fond, extrêmement léger, un bleu délavé. Et je pense que toutes nos noirceurs, si grandes soient-elles, tous nos oublis. Vous savez peut-être que Simone Weil, qui est un penseur que j'aime beaucoup, dit dans un de ses cahiers que tous les crimes commencent avec le fait de ne pas faire son lit le matin. C'est-à-dire de laisser venir un tout petit peu de désordre, de négligence. La racine du mauvais monde dans lequel nous nous trouvons, c'est la négligence. C'est le défaut d'attention, un manque d'attention. C'est que ça. C'est peut-être pour ça que la poésie est une chose vitale. Parce que la poésie est une pierre à aiguiser l'attention. Une sorte de pierre de sel, comme ça, pour se frotter les yeux, pour se frotter les paupières, pour revoir le jour, enfin, pour revoir ce qui se passe, revoir le jour et les nuits, et la mort en face, cachée derrière le soleil. Voir tout ça. Le voir sans trop s'en inquiéter, sans trop s'en alarmer. C'est ça, je crois, la racine du mal d'aujourd'hui, qui est grand, c'est juste un défaut panique d'attention qui suffit pour engendrer tous les pires désordres et tous les maux les plus terribles. Juste ça, l'attention. Voilà. Et si je puis dire, ça sert à rien de se plaindre. Tout le monde va vous dire que la vie est difficile aujourd'hui, est insupportable. Tout le monde va vous dire ça, puis tout le monde y participe. Juste faire attention aux siens, faire attention à ceux qui se trouvent dans la mêlée à nous, dans la vie banale, ceux qui sont là, pas ceux qui sont à 10 000 kilomètres et avec lesquels on fait semblant de parler à travers un écran. Ça, parce que ça n'a pas de poids, ça. Mais simplement faire en sorte que les gens qui nous entourent ne dépérissent pas, et peut-être même peut-être les aider, les conforter, voilà. Faire simplement attention au plus faible de la vie, parce que c'est le plus faible qui est le plus réel, et parce que c'est que ça qui est digne de vivre, et qui vivra toujours d'ailleurs, qui vivra toujours. Recueillir ces choses-là, porter soin, prendre soin, faire attention, voilà. C'est des pauvres verbes, mais ce sont des verbes comme des armées en route, si vous voulez, ce sont des verbes de grande résistance. Et c'est ce qui, pour moi, est en œuvre dans ce qu'on appelle la poésie. La poésie, pour moi, c'est pas une chose un peu désuète, c'est pas un apron de dentelle sur la table, c'est pas des choses comme ça. C'est pas un vieux genre littéraire, c'est la saisie la plus fine possible de cette vie qui nous est accordée et un soin de regard porté à cette vie. Voilà, c'est ça la poésie. C'est pas une chose qui est même tout de suite dans les livres. C'est pas une chose de littérature en tout cas. C'est simplement chercher à avoir un cœur suréveillé. Voilà. Parce que c'est peut-être pour ça que ce monde est le pire des mondes. C'est un monde peut-être qui n'a jamais été aussi endormi, curieusement. Les écrans se multiplient, mais les yeux sont de plus en plus fermés. Plus on voit de choses, moins on voit en vérité. Plus on voit de choses et plus on est aveugle. C'est très drôle les deux choses. Elles doivent être reliées d'ailleurs. À mon avis, elles doivent être reliées. Moi, je souffre qu'on nous propose trop de choses à voir. Je vais dans le jardin et je vois un brin d'herbe. J'ouvre un livre, je vois une phrase. Je pense à des gens. Je vois un visage. Mon cerveau est comme éclairé par un prénom. Et ça me suffit. Ça me donne déjà beaucoup de travail. Ça me donne beaucoup de travail, beaucoup de pensées, beaucoup de soucis parfois. Parce que c'est merveilleux aussi d'être en souci pour quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être merveilleux. Mais ça fait très longtemps que j'ai l'impression que plus il y a de choses, moins il y a de choses. Ça se vérifie très souvent. Je l'ai vu très souvent. Par exemple, j'aime énormément les livres. Eh bien, c'est très curieux, mais je me suis aperçu que c'est souvent dans les toutes petites librairies qui sont mal approvisionnées
que je vais trouver, parce qu'il dormait là depuis très longtemps, parce qu'il avait été oublié, que j'ai chance de trouver une merveille. Et que dans une librairie qui est très très grande, très nourrie, peut-être je trouverai moins facilement. Là où il y a peu, je trouve beaucoup. Et là où il y a tout, parce que ça c'est la proposition que fait le monde aux personnes aujourd'hui, on vous donne tout, et en plus tout de suite. Et bien là où il y a tout, je trouve rien. Je trouve rien. C'est très étrange, hein, c'est très étrange, mais j'ai besoin d'un monde qui ressemblerait un peu aux petites natures mortes des grands peintres hollandais, c'est-à-dire avec relativement peu de choses, avec une table en bois, avec un bouquet de fleurs sur la table, avec une lumière qui tombe en oblique, comme dans certains tableaux de Vermeer. J'ai besoin de se concentrer de choses et de réalités pour trouver un infini. Alors que si on me propose tout, faussement tout d'ailleurs, je ne vois plus rien, je ne ressens plus rien. Je crois que le mal de ce monde, il est de ce côté-là, vous voyez ? Comment vous lisez les révolutions en Afrique du Nord actuellement, par exemple ? C'est très heureux à voir, c'est très heureux parce que il y a beaucoup de jeunesse, il y a une sorte de bonne humeur de fond qui prend, qui reprend, qui soulève les visages comme des vagues. Ça se voit hein, sur les visages, ça s'entend dans les paroles. C'est comme de voir quelqu'un respirer alors qu'il était sous coma artificiel. Je pense que c'est quelque chose comme ça qui se passe. Il y a toujours une floraison de fleurs de cerisier dans les débuts d'une révolution. C'était le cas pour la Révolution française, à ses tout débuts. C'est toujours comme ça. Il y a toujours une sorte de petite enfance des révolutions qui est merveilleuse et qui restera dans les mémoires et qui restera agissante malgré toutes les pesanteurs inévitables. Donc ce que je vois, c'est une sorte même de gentillesse revenue des gens les uns envers les autres. Pour quelque temps. C'est tout ce que je saurais vous dire de ça. Et nous, pays européens, nos réactions, notre manière de voir les choses, la France est en campagne presque politique tous les jours. Oui, mais ça c'est l'écume, ça c'est rien du tout, ça c'est rien du tout. Quelqu'un a dit une parole très juste, c'est qu'il n'y a rien de plus vieux que le journal d'hier. Ce qu'on appelle l'information. Moi, je lis pas tout le temps la Bible, je l'ouvre avec un caprice de la main, je regarde où je l'ai ouverte, je lis 2 lignes et puis c'est comme un alcool fort, je m'en contente et je fais pas ça tous les jours, loin de là. Il se trouve que ce matin, un petit peu avant notre rencontre, je me trouvais, c'était pas chez moi d'ailleurs, je me trouvais chez quelqu'un où il y avait une Bible sur un lutrin. J'ai tourné au hasard et puis je suis tombé sur un proverbe qui dit à peu près que c'est Yahvé, c'est-à-dire Dieu, qui fait le pas de l'homme, c'est lui qui donne à l'homme son pas. Et ça, c'était le début du proverbe. Et la conclusion, c'était, du coup, c'est évident que l'homme ne peut pas comprendre son propre chemin, puisque c'est pas lui qui le fait. Il croit le faire, mais c'est pas lui qui le fait. C'est Dieu qui le mène ici et puis là. Et j'ai trouvé ça très, très drôle. La vérité, je trouve ça, c'est toujours drôle. C'est souvent drôle, en tout cas. Même quand elle est à notre détriment. Et puis j'ai trouvé ça très juste. Très, très juste. Très, très rassurant, au fond. Très rassurant. Et en une phrase écrite il y a plus de 2000 ans, puisque c'était une phrase des proverbes donc de l'Ancien Testament, j'ai trouvé plus d'informations, me semble-t-il, sur le monde et sur moi-même que je n'aurais pu en trouver dans les journaux d'aujourd'hui.
Il a écrit L'éloge du rien. C'était Christian Bobin qui, cette semaine, nous offre à penser et qui nous offre sa pensée. Une pensée, Céline Auclin, qu'on pourrait décrire comme étant celle d'un poète suréveillé, pour reprendre sa définition de la poésie, qui doit chercher à avoir un cœur suréveillé. Une pensée qui n'est pas déjà toute pré-pensée à l'avance. Non, là, on assiste quasiment à la naissance en direct de sa pensée. C'est vrai, on le suit, elle naît, il tâtonne. Il dit, il n'y a rien de plus beau qu'une pensée qui tâtonne. Ça, c'est aux auditeurs d'en juger. Mais c'est effectivement très intéressant parce que ça le met, à mon avis, en situation aussi de risque, et moi aussi, parce qu'on ne sait pas toujours comment réagir face à cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve que transparaît le souffle dans sa manière de transformer sa vision des choses et du réel. Il y a un souffle, il y a quelque chose. D'ailleurs, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de lire la réalité dans laquelle il est, le monde dans lequel il vit, il y a quelque chose qui me fait penser au profil du prophète dans les écrits bibliques, quelqu'un qui s'éveille devant les réalités souvent troublées de son quotidien et de celles de ses contemporains, et qui essaye de peut-être éveiller 2-3 choses précisément en attirant l'attention. Oui, on peut effectivement dire ça. Lui, il se considère peut-être plus comme un poète. Il dit bien la poésie est une pierre à aiguiser l'attention. Mais ceci dit, c'est vrai que par rapport à ce que l'on a l'habitude d'entendre, ou peut-être même l'habitude de lire, ou ce qui est en vogue, on peut dire que Christian Bobin, avec ses étincelles d'éternité et de vie, il a quelque chose qui est un peu à contre-courant. Il a envie un peu de secouer le monde dans lequel nous sommes, en nous montrant que le monde des possibles, il est simplement à côté de nous. Il faut peut-être se baisser et ouvrir les yeux. Un monde qui paraît troublant, mais, dit-il, ça ne sert à rien de s'inquiéter. À ce sens-là, ça ressemble au prophète qui offre une espérance. Exactement. Très bien, merci. Céline, demain nous allons retrouver cet écrivain qui est plutôt poète que prophète. Vous allez nous emmener avec lui sur quel terrain ? Alors on va tenter d'en savoir un peu plus sur les attaches spirituelles de l'auteur. Alors qu'en a-t-il ? La question est là. Et en parle-t-il ? Mystère et dévoilement peut-être. Nous le découvrirons demain à 10h30 pour la 3e édition de cette série que vous avez intitulée Les étincelles de Christian Bobin. Merci beaucoup Céline Auclin. Je rappelle notre site internet sur lequel vous avez d'ailleurs placé quelques références bibliographiques. esprit.rsr.ch. Pour l'heure, vous avez rendez-vous entre les lignes juste après les informations. Bonne suite de journée à l'écoute d'Espace 2. Retrouvez le meilleur des émissions religieuses de la RSR sur le site internet religion.rsr.ch.
La rubrique Trésor vous propose une sélection de reportages, d'enquêtes et d'interviews sur différentes religions d'ici et d'ailleurs. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2, il est 11h.